Bonjour à tous, aujourd'hui laissez-moi vous conter la story d'Ultimate Spider-Man à l'occasion de la ressortie d'Ultimate Spider-Man en 4 omnibus à partir de juin 2021 chez Panini Comics, qui va reprendre l'intégralité de la saga, les 160 épisodes dans 4 omnibus plus celui déjà sorti qui est la conclusion. Nous avons déjà la conclusion, ça s'appelle La mort de Spider-Man bien entendu, donc l'ensemble de ces 5 omnibus formeront une intégrale avec les 160 épisodes, les annuals et la mini-série Ultimate 6. Laissez-moi vous conter la genèse, la story de cette saga Ultimate Spider-Man. Alors, d'où vient cette série? Pourquoi cette série? Quelles sont les anecdotes qui entourent cette série? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans ce récit. Nous sommes en 2000, et oui, nous sommes en 2000, le bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu, et nous sommes très loin de la folie des années 90, nous sommes très loin des chiffres de vente hallucinant, et nous sommes très loin de la révolution Image Comics avec Spawn numéro 1, avec X-Men numéro 1 qui avait lancé évidemment les hostilités, 8 millions d'exemplaires, puis Image Comics avec les 2,5 millions d'exemplaires pour Spawn, avec le succès de Cyberforce, le succès de Wildcats et toute cette révolution Image. Tout ça c'est bien loin derrière nous. Les années 90 sont passées par là, la crise des comics est arrivée. Jim Lee a vendu son studio Wildstorm à DC Comics. L'industrie est en pleine crise, l'industrie traverse une crise sans pareil. Les boutiques ferment les unes après les autres, une par une. Les boutiques de comics mettent la clé sous la porte. Les gens ne lisent plus de comics, les gens n'achètent plus de comics. Et la qualité globale des comics a également baissé, on va y revenir. Alors, il faut savoir qu'on est à une autre époque. On est à une autre époque pour les comics. Marvel n'appartenait pas encore à Disney. C'était une société indépendante qui avait dû vendre les meubles pour exister, c'est-à-dire qu'ils avaient fait ce qu'on appelle une banqueroute et ils ont dû vendre les droits ciné à Fox, à Sony et à tous les studios possibles pour essayer d'exister. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de films. Les ventes sont tristes, les ventes sont molles, les Avengers sont des personnages complètement en ringard, les X-Men sont complètement anéantis, aujourd'hui c'est illisible les X-Men à la fin des années 90 et au début des années 2000. Spider-Man a souffert d'une double punition, Howard Mackie au scénario a fait beaucoup de mal, on sort de la saga du clone qui avait été catastrophique sur la fin en termes de vente, et John Byrne avait essayé de relancer comme il avait relancé Superman dans les années 80 avec un nouveau Spider-Man Chapter 1 qui devait raconter les origines de Peter Parker de façon plus moderne. Il n'y a eu que seulement 12 numéros et ça a été un fiasco artistique et commercial. Le premier film X-Men vient de sortir au cinéma et il se passe quelque chose, il y a une étincelle. Ça a cartonné contre toute attente, ça aurait pu se prendre les pieds dans le tapis, mais le premier film X-Men à l'été 2000 a été un succès. Mais le film Spider-Man n'est pas encore sorti, le film de Sam Raimi ne sortira qu'en 2001. Et en 2000, il faut vendre des comics, mais il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir, plus personne ne semble être capable de raconter une bonne histoire ou de pouvoir raconter quoi que ce soit d'intéressant sur les comics. Il n'y a pas encore Straczynski sur Spider-Man, il n'est pas encore arrivé, JMS qui est arrivé avec John Romita Jr. Non, on est vraiment dans une époque complètement sinistrée. Le seul espoir dans ce flou, dans ce brouillard, c'est Joe Quesada. Joe Quesada, il a été nommé quelques années auparavant, en 98, éditeur de la ligne Marvel Knight. Marvel Knight, c'est la ligne qui a été lancée en 98 et qui a eu du succès, plus de 100 000 exemplaires pour le Daredevil numéro 1. Daredevil n'était même plus édité. Il faut le savoir que Daredevil n'était plus édité. Il a fait venir une star d'Hollywood à l'époque, Kevin Smith, qui a fait le scénario des 8 premiers numéros. Il a lui-même dessiné les premiers numéros. Pas loin de 10 ou 12 numéros, parce qu'après il y a eu un autre scénariste. Et il a relancé avec panache et succès Daredevil, il en a fait un héros populaire. Et le comics a dépassé pour la première fois les 100 000 exemplaires, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies, faut-il le rappeler. Fort de ce succès, il a lancé plein d'autres séries. Il y a eu les Inhumains, souvenez-vous, les Inhumans de Paul Jenkins et Jaeli. Il y a eu plein de séries hyper intéressantes. Le Punisher, absolument génial, qui vient d'être réédité dans la collection Must-Have de Panini à seulement 19,90 €. Le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon
qui était à la fois drôle, irrévérencieux, violent, c'était absolument génial. Ça a vraiment révolutionné les comics à ce moment-là. Joey Quesada, fort de ce succès, voilà, il a remis l'histoire au centre des comics. Eh bien, il est allé chercher des talents chez Vertigo, il est allé vraiment sortir un petit peu les comics de ce néant et de ce trou noir dans lequel ils étaient engagés. Eh bien, Joey Quesada, il est nommé éditeur en chef. C'est lui qui va initier beaucoup de choses chez Marvel, dont on se souvient encore aujourd'hui, c'était il y a 20 ans. Les New X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely, le Spider-Man de Straczynski et John Romita Jr., X-Force X-Statix, qui était un pari très osé par Mike Allred, le label Max, je ne sais pas si vous vous souvenez du label Max, il y a eu le Supreme Power de JMS, il y a eu les Ultimates, bien sûr, toute la gamme Ultimates dont on va reparler, le Daredevil de Bendis, qui reste à ce jour un des meilleurs runs jamais écrits, mettre des auteurs pas connus ou inconnus ou quasiment inconnus, eh bien c'était pas gagné. C'est lui qui a lancé tout ça au début des années 2000 avec ses équipes et qui a vraiment révolutionné les comics en proposant des choses nouvelles, et le succès est reparti. Donc nous sommes au début des années 2000 et Joey Quesada, il n'est pas tout seul, il est avec Bill Jemas. Il décide de faire, de créer une gamme, et il fait venir un scénariste qui s'appelle Brian Michael Bendis, qui était un auteur indépendant qui avait fait des comics pas terribles, qu'il avait lui-même dessiné, qui était paru chez plein d'éditeurs indépendants et chez Image Comics. Et il fait venir également des talents un petit peu de partout ailleurs, on l'a dit, de Vertigo. Pour la première fois, il y a eu une stratégie sur Spider-Man et sur la gamme Ultimates. D'abord, il fallait corriger le Chapter 1, qui a été un fiasco éditorial, commercial, critique, puisque John Byrne n'a pas su retrouver la fougue et la jeunesse de ces vertes années pour proposer une histoire dépoussiérant Spider-Man. Il devait vraiment sortir une histoire qui sortait du lot, et finalement son Chapter 1 n'était pas terrible. On part sur une idée de départ vraiment très fraîche. Il faut amener Spider-Man à une nouvelle génération de lecteurs. Si un lecteur aujourd'hui décide de découvrir Spider-Man, qu'est-ce qu'il peut lire? Tiens, prenons l'exemple. J'ai envie de vous faire découvrir Spider-Man en 2000, qu'est-ce que je vous fais lire? Si je vous fais lire un comics, une réédition des premiers Spider-Man et des Amazing Fantasy par Steve Ditko et Stan Lee, vous allez trouver ça nostalgique, vous allez trouver ça vintage, vous allez trouver ça sympathique, vous allez trouver ça culte, mais c'est très compliqué de séduire une nouvelle génération qui joue à la PlayStation, une nouvelle génération qui commence à être connectée, puisque c'est le début d'Internet, une nouvelle génération qui aime les nouvelles technologies et qui a envie d'avoir des comics bien dessinés, avec un trait moderne, avec un ton moderne, avec des dialogues modernes. Donc quand on regarde dans toute l'histoire de Spider-Man, au début des années 2000, on n'a pas d'histoire complète, où on n'a pas de réédition, où on n'a pas de relecture hyper intéressante des origines de Spider-Man, racontée de façon moderne, intelligible pour la nouvelle génération et grand public, parce qu'il faut aussi toucher un grand public, et c'est ça la force d'Ultimate Spider-Man, c'est d'aller toucher un nouveau public. Alors, l'idée, elle est géniale, elle est de dire on va raconter, ça a déjà été fait par le passé, mais là, on fait table rase du passé, on crée une bulle, un univers qui n'a rien à voir avec l'univers classique. Peter Parker, Spider-Man, continue sa vie dans la série Amazing Spider-Man, évidemment, avec sa continuité, il a grandi, il est marié, etc. Mais il décide de créer une aventure avec un jeune Spider-Man, un jeune Peter Parker, qui est au lycée et qui a des problèmes de lycéen, avec une écriture moderne, et ça, Brian Michael Bendis, pour décrire l'adolescence, dépeindre l'adolescence et les dialogues hyper punchy, il est fort. Il est au lycée, il y a des nanas, il est un peu pas trop sûr de lui, il se fait un peu brimer, et ça c'est arrivé avant le film de Sam Raimi. C'est ça qui est absolument génial, c'est que ça a complètement dépoussiéré le personnage avant le film de Sam Raimi, et là a été le génie de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, dont on va reparler. Donc ils arrivent avec ça, le but est de séduire des nouveaux lecteurs, le but est d'arriver avec un Peter Parker rafraîchi, rajeuni, et tout en respectant l'héritage de Jack Kirby, de Steve Ditko, de Stan Lee, de tous les auteurs, John Romita, de Todd McFarlane, de David Michelinie, de tous ceux qui ont bossé pendant toutes ces années sur l'héritage de Spider-Man. Et donc c'est vraiment une idée de génie finalement de le faire, mais de le faire bien.
Et c'est ça le pitch, c'est ça. Et l'idée est de séduire des nouveaux lecteurs, bien entendu, nous l'avons compris, qui découvriront Ultimate Spider-Man quasiment en même temps que le nouveau film qui doit arriver au cinéma. Donc il y a une vraie synergie, il y a une vraie stratégie de faire coïncider la sortie cinéma avec quelque chose de lisible. C'est-à-dire qu'au moment où est sorti le film, ce premier tome que j'ai, qui date de l'époque, la réédition des 7 premiers numéros d'Ultimate Spider-Man en version originale, eh bien, est sorti à ce moment-là et il était disponible. Donc évidemment qu'ils n'en ont pas vendu des millions, mais au moins ils avaient quelque chose à offrir. Donc la stratégie était enclenchée et la stratégie était là. Alors, l'idée est de créer toute une gamme qui s'appelle Ultimate. Donc il y a Ultimate Spider-Man, il y a qui arrivera tout de suite après Ultimate X-Men. Ultimate X-Men est une série dont on reparlera, qui n'est quasiment plus éditée en France aujourd'hui. Ils sont allés chercher Mark Millar, qui n'était pas encore très connu mais qui venait de faire beaucoup de bruit avec Authority. Ils ont repris un dessinateur qui avait déjà travaillé sur les X-Men, qui s'appelle Adam Kubert, qui a fait un travail génial, et ils ont fait vraiment du très grand spectacle. Il y a des petites choses qui nous rappellent le film quand on lit cette série, mais voilà, le but est de séduire cette population qui est allée voir un film, qui a entendu parler des X-Men et tiens, je vais prendre un comics et je vais pas prendre un numéro 430 des X-Men où je vais rien comprendre, je vais prendre un nouveau numéro 1 avec le professeur Xavier qui monte son équipe comme dans Giant Size X-Men à l'époque. C'est ça qui est absolument génial et absolument révolutionnaire. Donc ils sont allés chercher ces auteurs. Il y aura plus tard Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, vous le savez, les Ultimate Fantastic Four, et tout un univers étendu qui va naître, fort du succès, bien entendu, de ces deux premières séries. Alors, Brian Michael Bendis est choisi pour scénariser, mais il n'est pas tout seul, puisque sur les premiers numéros, en tant que concepteur de l'univers et scénariste, Bill Jemas est crédité. Bill Jemas, c'était l'éditeur à l'époque, c'était le publisher, et c'est lui qui a fait un travail énorme. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est reconnu à sa juste valeur, mais Bill Jemas est un gars qui a fait beaucoup pour Marvel dans les années 2000. Je pense que sans lui, Marvel aurait pu sombrer. C'est un humble avis, c'est comme quand on dit que Scott Lobdell est un bon scénariste. Certains disent oui, certains disent non. Et bien Bill Jemas, moi je trouve qu'il a fait beaucoup de choses hyper intéressantes. Le choix que moi j'avais remis complètement à l'époque en suspens, c'était le choix de Mark Bagley, parce que pour moi Mark Bagley représentait l'ancienne garde. Mark Bagley, il avait déjà travaillé sur les Thunderbolts, il avait déjà travaillé sur les New Warriors, il avait déjà travaillé bien entendu sur Spider-Man pendant la saga du clone, et aller chercher Mark Bagley qui, pour dessiner une série qui devait toucher un énorme public, un large public, qui devait sortir Spider-Man de sa niche, eh bien je ne trouvais pas que c'était le meilleur choix. D'abord parce que c'est un dessinateur qui n'a jamais été une méga star, et on s'attendait à une méga star pour dessiner évidemment là-dessus. Ça a toujours été un très bon artisan, un très bon faiseur, un artiste que j'aime beaucoup, mais ce n'était pas une star. Et en plus, je trouvais que son trait pouvait paraître un petit peu vieillot quand il dessine des mecs avec des catogans ou des choses comme ça. Il avait des gimmicks de dessin qui étaient un petit peu pour moi vieillot. Et je me suis trompé, évidemment que je me suis trompé, parce qu'on se trompe toujours dans la vie. Ça a été le meilleur choix possible, parce que vous le savez, Mark Bagley, il a dessiné plus de 110 épisodes de Ultimate Spider-Man d'affilée sans s'arrêter. C'est un des runs historiques, il est d'une fiabilité, il a dessiné jusqu'à 18 épisodes par an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 18 épisodes par an d'Ultimate Spider-Man. Il a fait un travail remarquable, c'est lui qui a forgé la légende, et d'ailleurs il a dessiné les derniers numéros, le 160 et les quelques numéros avant, c'est lui qui les dessine. Il a créé Ultimate Spider-Man et il a fermé la page d'Ultimate Spider-Man quand ça s'est arrêté. Donc chapeau bas, bravo à l'époque à Quesada et Bill Jemas d'avoir choisi Mark Bagley, c'était le bon choix, et aujourd'hui son trait s'adapte complètement 20 ans après, c'est toujours aussi chouette, et la carrière évidemment de Mark Bagley est liée à tout jamais à Ultimate Spider-Man. La preuve, il continue de dessiner la série Amazing Spider-Man en ce moment, c'est lui qui la dessine sous le run de Nick Spencer, et il a dessiné le Spider-Man l'histoire d'une vie, qui a été un succès éditorial sans précédent. Donc bravo eux. Alors c'est un succès à l'époque, mais c'est un petit succès parce qu'évidemment personne s'attend à ça, et surtout que les boutiques ferment, je vous le dis, les boutiques ferment, les boutiques sont acculées, elles sont endettées, elles ont plus de thunes, elles peuvent pas trop commander ces comics, et ils en commandent pas tant que ça. Alors à l'époque c'est 50 000 exemplaires, c'est une série qui va monter à plus de 100 000 exemplaires mois par mois, 50 000, 51 000,
52 000, 60 000, 70 000, et ça va monter à 100 000 exemplaires très vite. Après, ça redescendra évidemment, parce que vous savez, les chiffres de vente, c'est toujours une montagne russe. Alors, ça a été un succès. Alors moi, à titre perso, j'ai suivi ce lancement, parce que j'étais déjà un passionné de comics depuis bien longtemps, vous le savez, et puis parce que j'habitais aux États-Unis en 2000, j'habite à Tampa en Floride, et qu'il y avait une boutique qui s'appelait Merlin Comics, et Merlin Comics à Tampa, j'étais allé acheter le jour de la sortie Ultimate Spider-Man, et je l'avais pas trouvé le numéro 1, et j'étais allé voir le gars, et avec mon accent français, parce que je venais d'arriver, je lui demande où est-ce que je peux l'avoir, et le gars il me dit j'en ai plus, il me dit mais comment ça va, il me dit il fallait le réserver, et en fait il faisait des comics à la nouveauté que sur réservation. J'étais là mais oui mais non, c'est un numéro 1, et à l'époque je me disais mais putain, Marvel ils ont mis des moyens, ils ont créé une ligne, ils ont créé une gamme, ils ont créé Ultimate Spider-Man, le mec il aurait dû en avoir ne serait-ce que 10 en rayon pour que les lecteurs qui viennent toutes les semaines soient tentés de le prendre en main, etc. Donc c'est ça qui a freiné le succès du numéro 1, et c'est pour ça que le numéro 1 a beaucoup coté après, bien entendu, sur le marché secondaire. Moi j'ai beaucoup cru en cette collection et je l'ai adorée. Je l'ai adorée comme j'ai adoré Wildstorm et Image Comics dans les années 90. La collection Ultimate pour moi c'était génial. J'ai dévoré tous les épisodes. C'est simple, j'ai les 22 TPB. Il y en a 22 TPB. J'en ai 22, j'ai les 22. Je les ai tous lus, j'ai adoré, j'ai tout lu en anglais. Et j'ai rêvé que ça ressorte en français parce que c'est sorti en kiosque puis en deluxe. Et j'ai rêvé et je suis ravi que ça sorte en omnibus au mois de juin. Il faut vraiment précommander cet omnibus, vous allez l'adorer. J'ai suivi cette série, j'avais le numéro 1, je ne l'ai plus parce que je l'ai revendu, j'avais besoin de sous, je vous l'ai dit dans une autre vidéo un jour, j'avais besoin de sous, il y a une époque au milieu des années 2000 où j'étais sans travail, et j'avais besoin de sous et je l'avais vendu sur eBay, je l'avais vendu très cher et j'étais bien content parce que j'avais pu me faire des courses au Carrefour, non c'était pas un Carrefour Market, c'est un magasin champion, juste à côté de chez moi. J'ai le numéro 2 par contre, j'ai le numéro 2, le voici, le voilà, il est là. Et à l'époque j'étais inquiet pour Marvel, parce qu'on lisait partout sur internet déjà que Marvel allait mal, c'était je vous dis avant le rachat de Disney, et on disait mais j'espère que ça va marcher, et cette collection a marché, puisque ça a été un succès grandissant. Ultimate X-Men qui est arrivé après a cartonné, Ultimates qui est sorti un petit peu plus longtemps après a cartonné également. Voilà, ça a été un véritable succès. Alors moi j'étais fou de cette collection, j'étais complètement dingue, comme je vous l'ai dit, tout comme j'ai adoré, comme je vous l'ai dit, la période Wildstorm et tout ce qu'on a pu avoir de neuf et d'intéressant et de frais au début des années 90. J'étais vraiment fasciné par ça, et si bien que je suivais tout, j'avais besoin d'infos, j'achetais Wizard, le magazine des comics, j'allais sur internet tous les jours, sur Comics Continuum, sur Newsarama. C'est là que j'ai découvert tous ces sites de comics aux États-Unis, parce que je voulais avoir le maximum d'infos sur ces comics. J'attendais les numéros, je les réservais chez Merlin Comics à Tampa pour être sûr de les avoir. Voilà, je les ai tous lus, dévorés, je les ai adorés, et j'ai même regardé, j'avais salué une initiative. Vous savez que les comics ne marchaient plus parce que le réseau de distribution avait explosé. Historiquement, les comics étaient vendus dans les department stores, dans toutes les petites boutiques, dans les épiceries. Il y avait un rack avec des comics. Les comics ont toujours été vendus comme ça. Dans les années 90, les comics sont devenus tellement hype qu'il y a des boutiques de comics qui se sont créées, et c'est devenu une niche, c'est-à-dire qu'il fallait, tout comme on va chez son libraire pour acheter un livre, on allait dans une boutique de comics pour acheter ses comics. Il se trouve que le marché s'est effondré, beaucoup de boutiques ont fermé, donc le réseau de distribution a réduit comme peau de chagrin, et donc du coup ils ont très longtemps essayé chez Marvel d'avoir de nouveaux débouchés pour essayer d'exister en dehors. Et ils avaient lancé ça, Ultimate Magazine. J'ai acheté les 2 premiers numéros d'Ultimate Magazine, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque ça coûtait en dollars, ça coûtait 3,99. C'était pas si cher, et c'est pareil, en grand format, le numéro 1, 70 pages de comics, un vrai magazine. Et je me souviens, j'étais allé acheter ça, je sais pas si vous connaissez les magasins Publix, c'est l'équivalent d'un Intermarché ou d'un truc comme ça, ou qui vendent de la nourriture aux États-Unis. Je l'avais acheté, et je me souviens que ce jour-là, j'étais étudiant aux États-Unis, je galérais un peu, j'avais pas trop de sous, comme tous les étudiants, et je me souviens que ce jour-là, j'étais allé pour m'acheter un sandwich parce qu'il était juste à côté de chez moi, le Publix. J'avais faim, j'étais allé m'acheter un sandwich. Je m'étais pas acheté de sandwich, je m'étais acheté ça à la place. Et j'avais dit, c'est pas grave, je me trouverai un vieux paquet de pâtes chez moi, et je me ferai cuire des pâtes, mais au moins je vais dévorer ça. Et pourtant, Dieu sait que je l'avais déjà ce comics, mais c'est pas grave. Je voulais absolument l'avoir à nouveau parce que je voulais soutenir Marvel à l'époque, parce que Marvel c'était pas une grosse boîte comme aujourd'hui, c'était une boîte en difficulté, et puis moi
moi j'avais l'impression que je faisais ma part, et puis j'étais tellement ravi d'avoir ces magazines, et je suis tellement ravi de les avoir encore, parce que ce sont des objets de collection qui aujourd'hui en France, les magazines Marvel publiés et vendus dans les supermarchés en 2000, je vous pose la question, à part moi, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, pour l'heure, j'espère que cette story vous a plu. Moi, Ultimate Spider-Man, j'adore parce que c'est vraiment génial, c'est frais, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est riche, c'est une vraie saga puisqu'il y a 160 numéros par le même scénariste. Mark Bagley reste bien entendu, sur plus de 110 numéros. Puis il y a Stuart Timonen, après il y a Sarah Pichelli, David Lafuente, Chris Samney, il y a David Marquez, énormément de dessinateurs talentueux qui se sont succédés. C'est une véritable saga et qui méritait d'être réédité. Aujourd'hui, j'ai les TPB, mais j'ai toujours rêvé d'une édition française de qualité. Elle arrive, puisqu'elle arrive en juin. Elle est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Bien entendu, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez le précommander chez nous, le port est offert, vous le savez, et vous êtes sûr de le recevoir parce qu'on a sécurisé les quantités auprès du distributeur. Et je suis ravi parce que je vais me les prendre ces omnibus, et j'aurai les 4 dans 2 ans, parce que les 4 vont être publiés en 2 ans, et que c'est garanti ça aussi. Et j'aurai toute cette saga qui m'a fait voyager, m'a fait transporter. L'autre chose, c'est que mon fils, il va avoir 10 ans, et que je vais lui faire découvrir Ultimate Spider-Man, et que quand je l'aurai en juin, il aura 10 ans, et bien au mois de juin, je vais lui faire lire. Ça, je peux pas lui faire lire, il parle pas l'anglais, il peut regarder les images, et ça, il sait le faire, mais je vais lui faire lire Ultimate Spider-Man, et il va halluciner tellement c'est bien, c'est frais, c'est génial. Voilà, ça a transporté Ultimate Spider-Man, ça a transporté Spider-Man dans les années 2000, et 20 ans après, ça reste d'une modernité absolument incroyable. Vous allez le lire et vous allez vous régaler. Ne ratez pas cette occasion unique de relire Ultimate Spider-Man en version française. Merci Panini de nous avoir écoutés, merci de nous sortir ces 4 omnibus, on va se régaler. Des heures et des heures de lecture en perspective nous attendent. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine story. Salut!